Nous accueillons maintenant Benjamin Dorman. Benjamin Dorman, vous êtes diplômé d'MBA à l'Université de Chicago. Vous avez publié en 2012 Ils ont acheté la presse. Et vous venez nous parler de cette censure effective qui aujourd'hui, qui vous a particulièrement concerné, puisque vous aviez écrit sur Atlantico à propos de Xavier Niel, qui est un des actionnaires, et ça vous avait valu une censure en bonne et due forme. Oui, je m'attarderai pas longtemps là-dessus. Xavier Niel, il y avait eu une intervention, puis aussi un autre article sur Mediapart et sur les problèmes de TVA et la fraude de Mediapart qui était bien supérieure à la fraude de Cahuzac. Ça m'a valu en effet un papier qui a été retiré sur intervention de son syndicat. Mais avant de rentrer sur ces quelques cas particuliers, il y en aura d'autres tout à l'heure, quelques mots de plus, notamment sur ce qu'a dit François tout à l'heure. Première chose, on l'a dit, il y a un énorme succès du terme fake news. On est au cœur du sujet, c'est que le sujet derrière les fake news, c'est qui juge qui. C'est-à-dire que la presse a l'habitude de juger, et nous sommes les jugés. Or, qui peut être l'accusateur et qui peut être mis en cause? La première chose, on l'a dit, on va y revenir avec les sites qui contrôlent, qui vous disent qu'est-ce qu'on doit lire ou pas lire. La première chose, c'est que les fake news, on oublie l'origine même du terme. Hein. On a parlé du Brexit, mais l'origine même du terme. Je voudrais juste vous relire ça. C'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire en 2016, dictionnaire anglais, le Oxford, et qui rappelait ce qu'on reproche donc à cette vérité qui est censée être trop basée sur l'émotion et les opinions personnelles, donc c'est censé ne pas être assez rationnel. Donc on reproche aux gens de ne pas être assez intelligent, de ne pas réfléchir, d'être trop dans l'émotion. Mais on oublie la définition de l'origine de ces fake news dans le dictionnaire Oxford. Et cette définition dit ces fake news et le sujet de la post-vérité résultent de la méfiance croissante vis-à-vis des faits présentés par l'establishment. Et ça a été oublié. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être l'establishment qui aujourd'hui dénonce la désinformation, puisque c'est au contraire, elle est à l'origine de ce qui fait que les gens ne croient plus l'essentiel de l'information qui est lue. Quand ils connaissent un sujet, qu'ils écoutent la radio ou la télé, ils se disent « mais non, mais c'est pas ça la réalité ». Donc ils ne les croient plus. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est que ça tue la crédibilité. Alors il a été dit qu'il y a notamment des personnes qui disent « on est les vérificateurs ». Vous connaissez sans doute Le Monde, avec son fameux décodex. Quand Le Monde a créé son décodex, qui est censé dire avec un feu vert, un feu rouge, un feu orange, quels sont les sites qu'on doit aller voir et les sites qu'on ne doit pas aller voir, qui sont les bons et qui sont les mauvais. J'ai juste fait un petit travail, puisque comme les journalistes ne travaillent pas beaucoup, ça permet aux autres personnes qui ont du temps de le faire. 280 sites sur le décodex du Monde. Sur 280 sites, les feux rouges et les feux oranges, donc les gens pas bons, vous en avez 107 qui sont considérés comme d'extrême droite. Donc on a quand même beaucoup de sites d'extrême droite en France. Et vous en avez 4 qui sont à l'extrême gauche. On voit que c'est très équilibré comme des comptes. Dans ces sites, vous en avez 110 qui sont considérés comme complotistes. Je rappelle que le mot complotisme n'existe même pas dans le dictionnaire. C'est typique le mot qu'on nous impose depuis des années. Maintenant, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, on est complotiste. Ça n'a rien de complotiste de ne pas être d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, par exemple. Dans ces sites, vous avez par exemple un certain nombre de sites qui sont traités de islamophobes. Il n'y en a pas un qui est cathophobe, ça n'existe pas. On ne peut pas être cathophobe en France, on ne peut être qu'islamophobe. Puisque nous sommes chez Polémia, j'ai fait le petit test. Dans les sites classés évidemment à l'extrême droite, c'est pas seulement... je vous rappelle, ce sont des sites qui sont censés être des sites pas fiables. Donc pas fiables, c'est juste... On vous dit, ah non, il y a le professeur Joyeux, il y a monsieur Van Est, il y a monsieur Le Gallou, donc c'est rouge. C'est rouge. En quoi est-ce que la fiabilité est contredite? Si je prends le site Polémia, classé en rouge, on vous dit, ah non, le site Polémia, ça veut faire de la réinformation, ça se dit un site alternatif, mais en réalité, c'est fait pour diffuser de la pensée d'extrême droite. En quoi est-ce qu'il y a un problème de fiabilité? On peut partager, ne pas partager les opinions de monsieur Le Gallou. En quoi est-ce que ça devient rouge et pas fiable? Je vous donne un autre exemple, puisqu'on a un représentant de la Russie. Un site, par exemple, qui est un site américain, classé rouge, il est partisan de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Donc, il relaie des informations biaisées. Ça veut dire qu'on ne peut pas être pour Trump ou pour Vladimir Poutine. Tout ça est rouge. Alors, le problème de la loi dont on a parlé, personnellement, la bonne nouvelle, c'est que ça ne m'inquiète pas du tout. Les lois sont faites pour faire plaisir aux gens qui veulent qu'on fasse des lois. Depuis 1981, il y a déjà une loi sur les informations qui sont fausses. Donc, vous voyez, ça a 140 ans, qui interdit les fausses nouvelles.
On voit à quel point ça nous a protégés. Et on explique en particulier les nouvelles qui sont de mauvaise foi. Qui juge de qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle de mauvaise foi ou pas de mauvaise foi? Donc tous ces sites qui sont censés nous dire ce qui est bon, juste, fréquentable, pas fréquentable, nauséabond, pas nauséabond, tout ça a perdu absolument toute crédibilité, donc c'est pas très gênant. Je pense qu'une des choses que nous devons faire collectivement, c'est de continuer à remettre en question ces accusateurs. Vous connaissez les organes de contrôle de l'expression, par exemple le CSA, chacun connaît le CSA. Je suis en train de travailler sur un prochain ouvrage, c'est consternant de voir ce qui est dit par le CSA, des choses qui sont complètement fausses. Je vous donne un exemple concret. Le CSA publie une étude pour expliquer que les femmes sont très maltraitées dans la publicité. Donc le thème actuel, vous le connaissez, les hommes sont affreux et donc les femmes sont maltraitées, très bien. Donc on nous explique que c'est repris dans le Huffington Post, dans les différents journaux, dans le Figaro, etc. Les publicités sont machistes, elles montrent des hommes qui parlent des autos et elles montrent des femmes pour les produits d'entretien. Donc on se dit, ah bah non, ça va pas. La responsable du CSA, Sylvie-Pierre Brossolette, ancien journaliste du Figaro, du Point, dit oui, vous comprenez, c'est pas bien du tout parce que on multiplie les stéréotypes. On montre des femmes qui achètent de la lessive. Mais quand vous lisez l'enquête dans le détail, quand vous allez juste travailler un tout petit peu à la source, vous apercevez que l'enquête ne parlait pas de femmes qui achètent des produits d'entretien, mais de femmes qui achètent des produits d'entretien du corps, de la crème pour la peau. Alors il se trouve que les publicitaires aimeraient bien que le marché masculin soit aussi grand que le marché féminin. Mais c'est-à-dire que c'est de la désinformation complète, et c'est ça à longueur de journée. On vous dit dans une étude comme ça, ah mais c'est affreux, les femmes ne sont considérées comme des cloches, et pour l'habillement ou la parfumerie, 100% des expertes pour l'habillement et la parfumerie sont des femmes et jamais des hommes. Vous lisez l'enquête, il y a une seule personne interrogée qui est une femme. Donc en effet, 100% de femmes, 0% d'hommes. Donc ces gens n'ont aucune crédibilité. Pendant ce temps-là, ils ont nommé au conseil d'administration du CSA une femme qui s'appelle Carole Bien-Aimée-Besse, dont on a trouvé qu'elle avait le double avantage d'être une minorité visible et d'être jeune. C'est quelqu'un qui a liquidé, qui a mis sa société en liquidation judiciaire, qui a laissé un passif, qui a fait des chèques en bois, qui a été condamné, qui a fraudé pour plus de 30 000 euros. Et quand on dit aux députés, mais vous élisez quelqu'un comme ça, à la tête du CSA, ils vous répondent, ils n'ont rien compris à ce qui s'est passé avec Fillon, oh, 30 000 euros, c'est quand même pas des grosses sommes. Oui, on est juste au-dessus du salaire annuel moyen d'un Français. C'est pas une grosse somme pour eux, mais c'est une grosse somme pour beaucoup de Français. Donc le CSA, pareil, n'a plus de crédibilité. J'ai pas besoin d'être très long ici, vous connaissez le sujet, sur les thèmes obsessionnels du CSA, les minorités, est-ce qu'on voit des minorités, est-ce qu'on voit des gens de couleur, pas de couleur, etc. J'ai pas le temps ici de tout développer. Je me suis livré à un décompte pour un prochain livre que je suis en train de faire. Nous n'avons pas une surreprésentation des Blancs de plus de 50 ans à la télévision. Nous avons une surreprésentation quantitative des Noirs de moins de 50 ans. Les études sont extrêmement claires là-dessus. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas. Entre 2017 et 2016, c'est plus 40%. Il y a 3 explications à ce phénomène. L'invasion des clips vidéo qui nous viennent des États-Unis avec des rappeurs qui sont extrêmement, avec des acteurs et des chanteurs qui sont noirs, enfin perçus comme noirs, puisque officiellement personne n'a le droit de compter, on compte sans compter, vous connaissez l'hypocrisie du système. Donc la terminologie du CSA, c'est des personnes perçues comme noires. Donc les personnes perçues comme noires font plus 40%. Elles sont aujourd'hui en France 3 fois plus que la population française. Nous importons aussi, comme vous le savez, massivement les séries américaines. Donc dans la loi américaine, vous allez sur le site aux États-Unis, c'est obligatoire de compter les couleurs des gens. Donc vous avez un site qui vous dit, aux États-Unis, on a 13% de noirs dans la population. Donc 14% de noirs dans nos séries américaines. Comme ça, pas de problème de racisme. Mais le problème, c'est que nous, on achète ces séries-là, avec 13 et 14%, mais nous, c'est 3% de la population, 3,5%. Donc ça change tout. Et puis nous avons les émissions de sport. Les émissions de sport qui changent complètement ces chiffres. Alors, moi, personnellement, ça m'est égal qu'il y ait beaucoup de noirs à la télévision ou pas. Qu'on s'occupe d'avoir des gens de talent et des gens compétents, qu'on arrête de compter les couleurs des gens, ça m'irait aussi bien. Mais c'est pour dire que ce langage constamment repris, les chiffres ne sont pas satisfaisants, il faut faire un effort. Il ne faut pas s'étonner que les gens en aient par-dessus la tête. Il y a une sous-représentation aujourd'hui de la population autochtone à la télévision française. Les gens le sentent, n'ont pas le droit de l'exprimer, continuent à être constamment culpabilisés.
C'est insupportable. Tout ça dit par qui? Par Olivier Schramek, qui est le patron du CSA, l'ancien directeur de cabinet de Jospin. Ces gens vivent dans les beaux quartiers et tout à coup ils nous expliquent qu'il faudrait absolument être beaucoup plus mélangés. Bon, qui commence par se mélanger eux-mêmes, on verra après. Donc ça, c'était pour vous donner une idée. L'autre chose, dans ces contrôles de l'opinion, on a parlé de la censure, et certains, et Christian Combaz en parlera tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une augmentation un petit peu de la censure, et en même temps, vous connaissez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Internet a sa part de défaut, mais Internet permet de s'exprimer de manière facile et pas chère. À l'époque où il fallait absolument un journal, il fallait des rotatives, il fallait du papier, il fallait des choses comme ça. Aujourd'hui, on a quand même moyen de s'exprimer. C'est-à-dire quand Clavel sortait de la télévision en disant « Monsieur les censeurs, bonjour », il n'y avait que 2 chaînes. Donc si on passait plus personne vous entendait. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, même si TV Liberté n'est plus sur YouTube, les gens qui veulent trouver TV Liberté le trouvent, vont sur le site de TV Liberté, et s'il faut se faire héberger à l'étranger un moment pour exister, on existera à l'étranger. Le fond du problème est non seulement qu'il y a un petit peu de censure, ça a été dit, mais il y a surtout un énorme matraquage d'une pensée identique. Il y a un mot qui a été dit tout à l'heure sur Emmanuel Macron. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je dis un mot sur ce livre, parce qu'on se dit, mais on est petit, on n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce livre est écrit par celui qui a fait tomber Milosevic. Il s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes ». Vous en avez eu un bon exemple aujourd'hui. Avec ça, ça coûte quand même pas très cher, et ça permet à des milliers de personnes, à des centaines de milliers, et peut-être demain à des millions, de dire on nous prend pour des truffes, on n'est pas d'accord. Voilà, alors on n'a pas accès aux médias, on n'a pas le 20h, on ne fait pas partie de... Ah bon? Je vais trop vite. C'est la censure, je suis censuré. J'en rêvais. Donc, le problème, c'est que ces organismes de contrôle qui sont censés nous aider à ce qu'on ne voit pas des choses terribles, se moquent de nous. Je vous ai dit un mot sur la publicité. On est censé protéger notamment nos enfants pour qu'il n'y ait pas des images de nudité, etc. Les organismes de la publicité en sont à reprocher aux sociétés qui vendent des bains-douches de faire des publicités où on voit des femmes de dos nues sous la douche. Ils disent, je vends des bains-douches, je ne vais pas les mettre dans des voitures ou je ne vais pas les mettre ailleurs. Pendant ce temps-là, on a des sites pornographiques partout qui font de plus en plus de liens avec d'autres personnes, des sociétés de sondage et des journaux officiels. Ça ne dérange personne. Je vous donne un exemple de cette espèce de contrôle ridicule auquel on assiste et qui nous empêche de nous consacrer aux choses les plus importantes. L'organisme, la RPP, qui est l'organisme qui surveille les publicités, a été saisi parce qu'une société d'assurance avait écrit « Prudence ce week-end, vous ne serez pas seul sur les routes ». Et vous avez compris le drame. Ils ont écrit seul S-E-U-L. Vous voyez comme c'est grave. Donc on leur a dit, mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux d'expliquer que les femmes sont dangereuses et ne savent pas conduire. Excusez-vous, retirez cette campagne. Donc, comme nous sommes dans une société de plus en plus qui ressemble à ce que Mao a connu, la société a dit, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire quelque chose de pareil. Notre volonté n'était pas de dire des choses aussi graves. Voilà à quoi aujourd'hui nos organismes de contrôle servent. Donc il faut contrôler davantage nos contrôleurs. Ils n'ont pas de légitimité. Vous connaissez la seule façon de le faire, c'est notamment dans les urnes. Je sais que parfois c'est difficile parce que c'est tentant aussi de s'abstenir, mais il faut leur rappeler. Je vous prends un chiffre qui est frappant. Moi, je ne suis pas particulièrement amateur d'Emmanuel Macron. On me dit, mais il a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. À Paris, qui est le lieu de décision de la France, qui est un pays très jacobin, comme vous le savez, au deuxième tour, Emmanuel Macron fait plus de 95% des voix. Donc ça le situe, un score pareil, ça vous situe dans les 10 plus grands dictateurs du monde. Donc il y a un moment, il faut un peu de place pour des pensées différentes, des regards différents. Je ne suis pas en train de dire qu'Emmanuel Macron est un dictateur, on vous dira les gens ne sont pas en prison chez nous, et c'est vrai. C'est juste pour dire que ça montre qu'on a un vrai problème de liberté d'expression, des opinions divergentes et des opinions différentes. Et ce que vous savez tous aussi, on a une vraie fracture entre le cœur de Paris et le reste de la France. Dans le reste de la France, on vote à 60-65% pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Ça n'a rien à voir avec le peuple parisien. Et il y a même Guy Lui, dont on entend beaucoup parler sur cette France périphérique,
à mon avis, oublié cette chose essentielle. On a trop tendance à dire, ah, les grandes villes, les périphéries, etc. Non, non. C'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est le petit noyau des décideurs parisiens, qui pensent la même chose, qui a été dans les mêmes écoles, qui détient le pouvoir de la même manière, et quand on lui dit, il faudrait peut-être remettre en question certaines des choses, ils disent, ah, complotiste, extrémiste. Non. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'est une bonne question. Pardon? 1 minute. Bon, alors la dernière minute est pour se taire. 1 minute pour cette phrase d'un poète chilien, Pablo Neruda. Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais la venue du printemps. On le voit aujourd'hui, dans tous les pays. On vous dit, mais le vote en Italie, ils sont idiots, le vote en Hongrie, ils sont idiots, le vote en Pologne, ils sont idiots. Bon, on a compris que les idiots sont en train de prendre le pouvoir. Soyons un peu solidaires. Moi, quand je vois la multiplication d'articles de gens qui remettent en cause le suffrage universel, vous parliez de Nathalie Loiseau, c'est aussi une ancienne directrice de l'ENA qui a écrit des choses très préoccupantes sur la manière dont il faut réfléchir au suffrage universel, parce que finalement, donner les mêmes voix à tous ces demeurés et donner la même voix aux gens intelligents, ça commence à causer un problème. Je vous renvoie au livre de François-Xavier Bellamy sur qu'il a appelé demeure pour que ça soit pas trop violent, mais derrière le sujet, vous savez que c'est la même racine. Ceux qui veulent demeurer quelque chose sont aujourd'hui traités de demeurer. Ils sont prisés de bouger, d'être en marche et d'aller faire des études en Chine. Mais tout le monde n'a pas envie de faire ça, nécessairement. Donc je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Une autre phrase que vous connaissez, on va essayer de continuer à faire ce que proposait Charles Péguy, dire bêtement la vérité bête. Je vous remercie.